Bonjour à tous. Donc ce chapitre 5 va concerner une autre partie du Lean Manufacturing, une autre phase du Lean Manufacturing qui est la planification et la mise en œuvre. Donc on va voir qu'est-ce qu'on fait dans cette partie-là. Alors, en guise d'introduction, donc cette quatrième phase, bien partie du projet du Lean correspond à la phase de déploiement des outils d'optimisation ou d'amélioration des processus. Quelques outils, ces outils de planification en fait. Alors cette phase, elle correspond à l'étape DO, comme c'est indiqué ici. Donc on est à cette étape-là du cycle d'amélioration qu'on a placé le Lean dedans. On a placé dans ce cycle PDCA. Et donc elle se décline elle-même en deux sous-étapes. Donc cette étape-là, elle va se décliner en deux sous-étapes, qui est la première sous-étape étant la planification et la deuxième c'est le déploiement. Donc avant, il faut d'abord la planification, ensuite le déploiement. Donc on va voir ceci. La planification donc d'un projet. La planification, on a dit, d'un projet, c'est un outil incontournable. Donc il y a un outil qui s'appelle, il y a un outil ou plusieurs outils qui sont là pour faire la planification. Donc c'est incontournable pour le management d'un projet. Qu'est-ce qu'elle va permettre, cette planification? Définir les projets à réaliser d'abord, d'accord. Ensuite, coordonner les actions. Donc il faut qu'il y ait une coordination entre les actions qu'on va réaliser dans ces projets-là. Maîtriser les moyens, donc les moyens qu'on a. Alors quand on dit moyens, c'est moyens matériels, moyens humains, tous les types de moyens. Diminuer les risques aussi, donc il faut être sûr, diminuer au maximum les risques que les tâches qu'on va entreprendre et les différentes phases, il faut qu'on soit à peu près sûr qu'elles vont être réalisées. Donc il faut diminuer le risque que les choses ne se réalisent pas. Suivre les actions en cours. Donc cette planification, il faut qu'elle me permette aussi de suivre les actions au fur et à mesure qu'elles se réalisent. Et rendre compte de l'état d'avancement des projets. C'est-à-dire, je dois savoir à n'importe quel moment quel est l'état d'avancement de mes différents projets ou mon projet, ça dépend de ce que je suis en train de faire. Donc la planification, on est toujours dans cette planification de projet. Alors on va donner une définition. C'est quoi la planification? Donc c'est l'activité qui consiste à déterminer et à ordonnancer l'état. Ordonnancer, dans ordonnancer, il y a ordre. Ordonnancer les tâches du projet, à estimer aussi leur charge, la charge de travail qu'elle va demander. Donc il faut voir maintenant comment je vais définir la charge de travail, d'accord. Généralement c'est le temps que ça demande pour réaliser, et déterminer les profils nécessaires à leur réalisation. Donc qui va réaliser ces tâches-là. L'outil correspondant étant le planning, d'accord. Donc on a un outil qu'on appelle le planning. Donc bien sûr il y a plusieurs sortes de planning et on va voir ça par la suite. Les objectifs du planning sont les suivants. Quels sont les objectifs? Eh bien c'est de déterminer si les objectifs sont réalisés. Alors bon, les objectifs ces objectifs-là, ça veut dire les objectifs du projet, mais ça c'est les objectifs du planning. Les trois objectifs du planning sont d'abord pour déterminer si les objectifs, ça veut dire du projet, sont réalisés ou dépassés, d'accord, c'est-à-dire non réalisés. Suivre et communiquer l'avancement du projet, d'accord, il permet de suivre et communiquer l'avancement du projet, communiquer les résultats, on est arrivé où, hein? Affecter les ressources aux tâches. Qu'est-ce qu'il faut pour chaque tâche? Les ressources, que ce soit les ressources humaines ou matérielles. Alors le découpage du projet, bien sûr il faut découper le projet en
ensemble de tâches et après en tâches différentes. Et ça peut être aussi même des tâches individuelles ou des tâches pour des groupes donnés. Alors la conduite d'un projet repose sur le découpage chronologique déjà des phases du projet, c'est-à-dire il faut ordonnancer les phases suivant le temps. Quelles sont celles avec lesquelles on va commencer et quelles sont celles qui vont suivre. Donc le découpage chronologique des phases du projet en précisant dans ce découpage chronologique ce qui doit être fait, c'est-à-dire les différentes tâches, par qui cela doit être fait en même temps, donc un découpage chronologique, mais en même temps affecter les ressources. Comment les résultats livrables, c'est-à-dire ce qu'on va livrer comme résultat, doivent être présentés. D'accord? Comment ça doit, c'est-à-dire le livrable, comment il doit être. Et comment les valider. Le jalon, par exemple, on peut placer cette histoire de jalon, ça veut dire une fois que j'ai réalisé un ensemble de tâches, là j'ai le premier jalon, c'est-à-dire je n'obtiens un jalon que si j'ai fini les tâches qui correspondent à ce jalon-là. D'accord? C'est comme une médaille à la fin de quand vous avez réalisé je sais pas moi, un exploit sportif, vous avez une médaille. Donc c'est comme, ou alors on vous demande de faire des étapes et à chaque étape vous avez un jalon pour dire que c'est fini. La première étape vous l'avez fini, après vous passez à l'étape suivante. La notion de WBS, c'est quoi la WBS? C'est Work Breakdown Structure. Donc la structure hiérarchique des tâches du projet. La WBS correspond à la structure hiérarchique des tâches du projet. Hiérarchique, ça veut dire qu'il y a un échelonnage de ces tâches-là, les unes derrière les autres. Concevoir donc une WBS, eh bien ça passe par d'abord l'établissement d'une liste des résultats de travail, c'est-à-dire les livrables. Qu'est-ce que je dois? Donc liste des livrables les plus importants du projet. Donc il faut, voilà ce que je dois livrer à cette étape, voilà ce que comme résultat, voilà ce que je dois livrer à cette étape, etc. Donc la liste des étapes, des livrables à différentes étapes. La division, bien sûr, si nécessaire, de ces livrables en sous-ensemble aussi. Je peux les mettre en sous-ensemble. D'accord? Un ensemble de livrables et dans un sous-ensemble, après un ensemble, etc. Donc ça dépend de ce que je vais livrer. Pour chaque livrable et sous-livrable, le listage des activités qui sont nécessaires à sa réalisation. D'accord? Pour chaque livrable, il y a un ensemble de tâches qui vont être, ou bien activités qui vont être nécessaires. Donc il faut les lister. Pour livrer tel résultat, eh bien il y a un ensemble d'activités qu'il faut faire avant. Donc ça aussi, le WBS, pour faire un WBS, eh bien, il faut passer par là. Et puis la possibilité de diviser ces activités en sous-activités aussi. Même ces activités qui sont... Ça peut être donné en sous-activités. Première sous-activité qui contient plusieurs activités, etc. Donc les rassembler en ensemble d'activités. Alors l'ordonnancement des tâches, il faut bien sûr ordonnancer les tâches, c'est-à-dire il y a un ordre. Dans ordonnancement, il y a un ordre. L'ordonnancement est l'élaboration d'un plan d'action permettant donc de déterminer ce qu'il faut faire, permettant de déterminer les séquentiels ou au contraire les parallélismes. Les séquentiels, c'est-à-dire les uns derrière les autres, les tâches, les classer les unes derrière les autres, ou alors s'il y a des tâches qui sont parallèles, eh bien il faut que ça soit visible. Donc ordonnancer, donc donner un ordre, c'est-à-dire l'ordre de réalisation des différentes tâches, donc ça peut être séquentiel. Il y en a qui sont séquentielles, c'est-à-dire les unes derrière les autres, une séquence, ou bien parallèle,
ou au contraire, donc parallélisme possible, il peut exister entre l'exécution des tâches précédemment identifiées, que vous avez déjà identifiées avant, parce que vous identifiez les tâches d'abord et après vous les ordonnancez. Pour procéder à l'ordonnancement des tâches, il faut pour chaque tâche élémentaire lister les tâches antérieures qui sont avant, au vu des informations collectées sur le terrain. Donc il faut toujours, bien sûr, on commence par le terrain et puis regarder pour chaque tâche ou un ensemble de tâches, pour chaque tâche élémentaire. Donc il faut savoir quelles sont les tâches qui viennent avant. D'accord? Et je ne peux savoir ça que si j'ai collecté des informations sur le terrain et sélectionner les seules tâches immédiatement antérieures. Donc tout ça, après je regarde celles qui sont antérieures immédiatement. Donc juste après celle-là, j'ai la tâche que je suis en train d'étudier. Le planning doit permettre l'identification de l'ordonnancement des tâches du projet. Donc si je regarde le planning, je dois savoir répondre à cette tâche vient avant celle-là, ou bien cette tâche elle va se réaliser en même temps que celle-ci. D'accord? Donc je dois connaître l'ordonnancement des tâches. Alors le planning, jusque là on a parlé de la planification, donc il y a l'outil qui est le planning. Le planning correspond aux dates pour réaliser les activités. D'accord? Identifier les jalons aussi et atteindre les objectifs du projet. Donc il y a les dates, d'accord, et puis aussi où se trouvent les jalons. Donc les jalons se trouvent après un ensemble de tâches réalisées, premier jalon, deuxième, troisième, etc. Et ça permet aussi de voir est-ce qu'on a atteint les objectifs ou pas. C'est l'indispensable outil de la planification. Ça veut dire que le planning, ça doit répondre à ces trois choses obligatoirement. D'accord? Donc il doit fournir les informations suivantes, ces informations-là, les étapes successives. Quelle étape vient après l'autre? Donc la séquence des étapes. Les dates au plus tôt et au plus tard d'une tâche et de toutes les tâches en fait. Au plus tôt et au plus tard, c'est-à-dire la marge qu'on doit avoir de réalisation d'une tâche. Le chemin critique et les marges, ça aussi on va voir qu'est-ce que c'est que le chemin critique et qu'est-ce que c'est que les marges. Donc je dois avoir la succession des tâches, les dates au plus tôt au plus tard, le chemin critique, et ça on va voir la définition, l'estimation des charges des tâches. Les charges des tâches généralement c'est en temps, combien de temps ça demande, et la durée du projet total. Identification des risques aussi. Donc il doit me permettre d'identifier les risques. Et on va voir donc dans ce qui suit comment on réalise tout ça. Pardon. Alors, le planning, on est toujours dans le planning. Alors, les étapes successives. Donc, maintenant, on reprend ceci et chacune, on va définir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, les étapes successives, s'il y a lieu, les grandes étapes du projet, les différentes étapes. D'accord? Donc, il peut y avoir première étape, deuxième étape, troisième étape, ou alors juste une étape avec un ensemble. Ça dépend de la grandeur du projet. Date au plus tôt et au plus tard. Pour bâtir un planning, il faut associer à chaque tâche les dates au plus tôt, donc début au plus tôt et fin au plus tôt, le début et fin, d'accord, de la tâche, de l'exécution de la tâche. Et les dates au plus tard, c'est-à-dire quel est le temps, la fourchette de temps que j'ai entre début au plus tôt et début au plus tard, d'accord. Donc en fait j'ai une fourchette de temps là où je peux, donc il faut que je sois entre ces deux dates pour le début. Et la même chose pour la fin, donc je dois être la fin au plus tôt
et fin au plus tard, donc de l'exécution de la tâche. Donc j'ai une fourchette au début de temps et une fourchette au début, à la fin, une fourchette de temps à la fin de l'exécution de la tâche. Donc on a parlé du chemin critique et des marges. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Alors d'abord, le chemin critique correspond à la séquence de tâches qui détermine la durée totale du projet. D'accord? Effectivement, la durée totale du projet. Donc en fait, c'est la séquence. La séquence, c'est quoi? C'est une succession de tâches. Donc c'est la séquence qui détermine la durée du projet. Parce qu'il peut y avoir des tâches qui sont en dehors, hein, qui sont parallèles à ces tâches-là, mais qui ne font pas partie du chemin critique. C'est-à-dire qu'on peut exécuter de manière parallèle. Mais là, c'est vraiment, si vous calculez la durée de chaque tâche de la séquence du chemin critique, eh bien, la somme des durées de chaque tâche va vous donner la durée totale du projet. Ce chemin est continu. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait de coupure dans ce chemin-là. Donc, cette durée de temps, d'accord, depuis le début jusqu'à la fin du projet. C'est quelque chose, c'est une ligne continue de temps et de tâches, hein, qui ne doit pas s'arrêter. Alors, tout retard affectant une tâche du chemin critique, si jamais il y a un retard à ce niveau-là, il est intégralement récupéré pour la durée, forcément, hein, parce que c'est le chemin critique qui détermine la durée totale du projet. Alors, s'il y a un retard au niveau d'une tâche, c'est forcément le projet qui va être retardé. Alors, la tâche critique, c'est une tâche du chemin critique. D'accord? Toute modification sur la durée d'une tâche de ces tâches-là, qui sont des tâches critiques, qui est sur le chemin critique, impacte d'autant plus la durée totale, bien sûr, du projet. Elle va impacter parce que son temps, le temps, il est compté sur la durée du projet. Chemin critique et marge, c'est toujours le même. En fait, on a défini le chemin critique. D'accord? On est toujours dans le même paragraphe. Et maintenant, la marge. La marge, c'est la possibilité qu'a, avoir, le verbe avoir, qu'a une tâche d'être retardée sans impacter le projet. C'est ça la marge. Il ne faut pas, donc, généralement, dans un projet, on met une date au plus tôt et une date au plus tard, du début et de la fin. Pourquoi? Pour avoir justement la marge possible. Alors, les tâches qui sont sur le chemin critique ont une marge nulle, généralement. Donc, ces tâches-là, elles sont sur le chemin critique, c'est-à-dire leur temps, il est calculé sur le temps total du projet. C'est ça qui donne le temps total du projet. Et donc, la marge, elle est nulle. Il n'y a pas une marge d'exécution de début et de fin de ces tâches-là. Alors, la marge totale, c'est ce qu'on appelle marge totale. Elle est égale à la différence entre le début au plus tard de la tâche suivante la plus contraignante. C'est-à-dire, je vais prendre une tâche et je vais regarder la tâche suivante la plus contraignante, c'est-à-dire celle qui impacte sur la première, c'est-à-dire qui vient après et qui ne peut commencer que quand la tâche elle est exécutée. Donc, c'est ça la tâche suivante la plus contraignante. Donc, le début au plus tard de cette deuxième tâche la plus contraignante et la fin au plus tôt de la tâche elle-même, celle pour laquelle là où je calcule la marge totale. C'est ça la définition de la marge totale. Sinon, il y a une autre définition qui donne le même résultat. C'est aussi la différence entre les dates au plus tard et les dates au plus tôt de la tâche elle-même. D'accord? Si vous calculez la différence entre date au plus tôt et date au plus tard d'une même tâche, ça vous donne, c'est ça la marge totale. Et la marge libre, elle est égale, il y a donc deux sortes de marge, il y a marge totale et marge libre. Elle est égale à la différence entre la date de début au plus tôt du successeur le plus précoce, c'est-à-dire la tâche celle qui est proche, hein, c'est comme tout à l'heure,
Donc la date de début au plus tôt de la tâche qui vient, le successeur, celle qui vient après la tâche pour laquelle je calcule cette marge libre, et la date de fin au plus tôt de la tâche elle-même. Donc la différence entre la date de fin au plus tôt de la tâche elle-même avec le début au plus tôt de la tâche suivante. D'accord? Alors, on est toujours dans le planning et je passe à l'estimation des charges des tâches. Donc on avait plusieurs points. Après la marge, on parle d'estimation. Donc des tâches et la durée du projet. Donc ici, les différents besoins d'estimation se font valoir au niveau du projet. Il faut au niveau de la phase et au niveau des tâches. Il faut estimer les charges des tâches. D'accord? Et ça permet de déterminer, c'est ça qui permet de déterminer la durée du projet. Alors déterminer une enveloppe budgétaire pour le projet aussi. Donc ici, pour ne pas perdre le fil, je reviens là pour dire, alors on a vu les étapes successives, les dates au plus tôt, au plus tard c'est quoi, le chemin critique et les marges. Maintenant, c'est-à-dire que le planning doit me fournir ces informations-là qui sont l'estimation des charges des tâches et la durée du projet. Et après, l'identification des risques, on va voir ça dans un autre point. Donc, on est dans l'estimation. Je reviens donc l'estimation des charges des tâches et la durée du projet. Donc, les différents besoins d'estimation, ils se font valoir au niveau du projet, au niveau de la phase et au niveau des tâches. D'accord? Les différents besoins qu'on doit estimer. Alors, déterminer, par exemple, un des besoins, c'est l'enveloppe budgétaire pour ce projet-là. Alors, estimer aussi la charge d'une phase spécifique. D'accord? Et d'ailleurs, toutes les phases, il faut estimer leur charge. Ajuster le découpage du projet et prévoir les ressources pour planifier l'affectation des intervenants. D'accord? Donc le planning, il permet de déterminer, d'abord dans le planning, il faut que je détermine une enveloppe budgétaire pour le projet. Donc si il faut que je fasse toutes ces estimations. Estimer la charge d'une phase spécifique, d'accord? Une phase, et après, à chaque fois, je prends une phase et j'estime la charge. Ajuster le découpage du projet. Donc comment je vais découper le projet, c'est-à-dire je vais estimer en fonction, découper le projet en fonction justement de chaque phase et puis en regardant la charge. C'est ça qui va me permettre de faire un découpage. Hein. Si vraiment ici par exemple je trouve une charge très élevée, je peux la couper en deux phases, etc. Donc et prévoir à chaque fois les ressources pour planifier l'affectation des intervenants aussi. Donc, c'est-à-dire décortiquer les différentes phases, leurs charges et regarder combien il faut d'intervenants, etc. Estimer la charge de chacune des tâches qui font généralement l'objet d'une affectation individuelle. Là, ici, j'ai estimé la charge d'une phase donnée, hein, des différentes phases, d'une phase et après des autres phases, mais après il faut estimer aussi pour différentes tâches. Dans la phase, il peut y avoir plusieurs tâches et il peut y avoir des tâches qui sont individuelles, qui font généralement, parce que généralement les tâches sont les tâches sont exécutées par des individus, et parfois c'est individuel, c'est-à-dire une personne qui va exercer une tâche. D'accord? Donc, il faut déterminer tout ça. Ça veut dire qui va faire quoi et dans quel ordre aussi. On est toujours dans l'estimation des charges, des tâches et la durée du projet. Les coûts du projet doivent être évalués en fonction de leur nature. Le coût en matériel, en ressources humaines internes, ce que j'ai, c'est-à-dire ressources humaines internes, c'est généralement combien d'heures de travail fait la personne et à ce moment-là, je peux la transformer
en fonction de son salaire en coût, en frais de déplacement, d'accord, en personnel, de prestataires extérieurs par exemple, etc. Les coûts, tout ce que ça va me coûter. Ensuite, il est également important de définir les processus d'approvisionnement, comment se font l'approvisionnement, que ce soit l'approvisionnement interne ou celui qui vient de l'extérieur, et d'établir les délais d'approvisionnement en fonction des fournisseurs, si c'est des fournisseurs externes. L'évaluation de ces durées est importante pour l'estimation de la durée totale du projet. D'accord ? Donc, il faut savoir, là, généralement, l'approvisionnement qui vient de l'extérieur, des fournisseurs, eh bien ça, il faut tenir compte des délais d'approvisionnement, etc. Donc, et ça va pouvoir me donner l'estimation de la durée de mon projet. Maintenant, le dernier point, c'est l'identification des risques. Alors, des études préalables permettent d'évaluer les risques liés au projet, les risques d'exécution, les risques de retard, etc., afin d'anticiper pour réagir au plus tôt. Donc, il faut que je connaisse à peu près les risques que j'ai de ne pas exécuter ou de retarder une tâche ou une autre, une phase ou une autre, etc. Alors, cette démarche passe donc par l'identification des facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque, d'accord, associés à chaque tâche. Alors, on va voir ça sur un exemple pour que ce soit qu'est-ce qui peut me permettre de quels sont les facteurs que je peux compter comme étant des risques. Et puis bien sûr, et de leur classification en fonction de leur criticité. Donc je dois les classer en fonction de leur criticité, ceux qui pourraient entraîner de légers retards dans le planning ou ceux qui bloquent la continuation du projet car appartenant au chemin critique, par exemple. Si vraiment il y a des risques qui vont bloquer une tâche qui appartient au chemin critique ou alors qui vont la retarder, donc ça c'est important, il faut que je le sache. Il est important d'introduire dans la planification le risque et l'incertitude associée à chaque tâche. D'accord ? Incertitude de réalisation. Et d'en déduire une durée du projet assortie d'un niveau de probabilité. Donc à partir de là, je peux dire j'ai cette probabilité de réaliser cette durée-là. Donc les risques doivent être classés par ordre d'importance. On doit les classer par le plus important jusqu'au moins important. Il faut aussi déterminer les conséquences potentielles, éventuellement les conséquences liées à ces risques en termes d'impact, par exemple financier, combien d'argent je peux perdre si jamais ça arrive, d'impact de délai ou l'impact sur la qualité. Donc je peux mesurer ou bien l'impact sur le délai ou l'impact sur la qualité. Ça dépend du genre de risque en fait. On peut utiliser un outil de classification des risques, ce qu'on appelle la matrice des risques. Alors la matrice des risques, elle va donc la matrice des risques peut se formaliser ainsi. Donc en abscisse se trouve le degré de gravité du risque, d'accord. En ordonnée, le degré de probabilité d'occurrence, par exemple, du risque. D'accord ? Et elle est évolutive au cours du projet. Il faudrait que je puisse la tracer au fur et à mesure de la réalisation du projet. Elle est évolutive en fonction de la réalité du projet. Donc, à chaque fois, je l'ajuste en fonction de la réalité du projet. Un risque peut s'avérer beaucoup plus dangereux que ce que j'avais estimé avant, par exemple. D'accord ? Donc, je peux toujours la réactualiser. Alors, la construction de cette matrice commence par... donc, il faut commencer par rechercher la liste des risques potentiels. Quels sont les risques qu'on peut avoir. Évaluer leur impact de nul à dramatique. Donc, il faut dire, est-ce qu'il a un impact nul? Est-ce qu'il a... il faut évaluer. Lui donner, est-ce que c'est dramatique, est-ce que c'est nul et est-ce que c'est entre les deux. Quelles conséquences
Qu'est-ce que ça va donner comme conséquence et quelle est la gravité? Il faut répondre à ces questions. Évaluer la probabilité qu'il se transforme en un problème. Est-ce qu'il peut devenir improbable et est-ce qu'il peut aussi devenir un problème certain, c'est-à-dire sûr qu'on va l'avoir. Donc ici, vous avez 100% ou 0% improbable. Donc entre les deux, vous avez une marge. Puis, dans un tableau appelé matrice des risques, placez ces risques en fonction de leur degré de probabilité et d'impact. Donc ici, vous avez matrice des risques. Par exemple, ici, vous avez un exemple. Probabilité, indolore, limité, grave, dramatique. Et bon, ici, c'est... en fait, la probabilité, c'est ça. Et puis, la gravité, c'est ça. Indolore, c'est-à-dire aucune gravité. La gravité limitée, grave et très grave, c'est ça. Et puis improbable, occasionnel, courant, très courant, d'accord? Donc la probabilité d'occurrence ici. Et vous avez le risque négligeable, c'est la zone verte. La zone jaune, ça vous donne un risque gérable. Mais attention, la zone rouge, c'est le risque, il est très dangereux. D'accord? Donc, si vous avez votre tâche, le risque se trouve pour une tâche donnée ici. Et attention, donc il faut regarder. Vous avez aussi une autre en impact de probabilité. Donc là, c'est gravité probabilité, mais là, c'est impact probabilité d'occurrence. Et l'impact. Alors ici aussi, donc l'impact très accentué, l'impact moyen et pas d'impact en fait. Pas de risque, on va dire. On va parler risque parce qu'il n'y a pas que l'impact, il y a l'impact et la probabilité d'occurrence. Donc quand vous multipliez les deux, eh bien, vous avez le risque acceptable, négligeable, un risque gérable et puis un risque dangereux. On est toujours dans le planning, donc afin de s'assurer de la qualité du planning, il nous faut bien sûr une grande qualité de planning pour que les choses marchent bien. Il faut s'assurer que le réseau des tâches est complet, c'est-à-dire on n'a rien oublié comme tâche, exhaustif, d'accord, il n'y a pas de redondance, exhaustif, c'est-à-dire il n'y a pas de il y a vraiment les tâches et puis la bonne succession des tâches, il n'y a rien de plus. Que le chemin critique et les risques sont bien identifiés, donc bien identifier le chemin critique et bien identifier les risques. Vérifier que les objectifs sont atteints en termes de délai, c'est-à-dire les délais que j'ai posés, j'ai posé sur un planning, donc avec un temps donné, et une durée donnée pour les tâches, il faut vérifier que les objectifs que j'ai tracés pour la réalisation, eh bien, c'est bien ce que j'ai posé sur le planning. Que les livrables du projet ont été bien identifiés. Quels sont les livrables? D'accord? Alors, il y a des techniques donc de planification, c'est-à-dire des outils avec lesquels je vais mettre en place mon projet, mon plan. L'élaboration du planning passe par la modélisation du réseau de dépendance entre tâches sous forme graphique. C'est-à-dire il faut regarder la dépendance des tâches les unes avec les autres. Et je vais la représenter de manière graphique. Il s'agit d'une décomposition structurée du travail, donc décomposition en tâches. Et en ensemble de tâches. Il faut décomposer le projet en sous-ensembles plus simple comme par exemple le WBS qu'on a vu tout à l'heure. Alors, pour construire un planning, il existe plusieurs techniques, donc ou bien ce qu'on appelle des outils de représentation graphique. On a dit qu'il faut représenter graphiquement le planning. Alors d'abord, la technique Gantt qu'on utilise souvent, c'est la plus utilisée et elle est très complète. Ce qu'on appelle le planning à barres, la technique PERT, méthode des potentielles étapes, et planning des tâches, et on va voir cette représentation.
Et puis, il y a le réseau des antécédents, méthode des potentielles tâches. On appelle ça comme ça. Alors, d'abord Gantt. Diagramme de Gantt. Peut-être que vous avez déjà utilisé ou vous connaissez un petit peu, mais on va essayer de donner la définition et comment il se présente. C'est un outil de planification des tâches. Son nom vient du nom de son créateur, Henry Gantt. Il est symbolisé par un repère orthonormé, d'accord, reliant en ordonnée, j'ai la liste des activités, d'accord, toutes les activités, aux unités de temps en abscisse, d'accord, et en abscisse, j'ai l'unité de temps. Il permet de visualiser simplement toutes les tâches planifiées d'un projet et de leur échéance, les échéances, c'est-à-dire ça commence quand et ça se termine quand. À chacune de ces tâches peuvent être liées des ressources aussi. Donc le diagramme de Gantt, il me permet de relier les ressources, que ce soit les moyens humains ou matériels, pour chacune des tâches. Des connexions aussi, il me permet de faire des connexions. Une tâche par exemple ne peut débuter que si la précédente est achevée. D'accord? Donc ça me fait des connexions. Et si jamais je fais le contraire, eh ben, il va le signaler. Les dates de commencement et de fin, toujours, il précise les dates de commencement et de fin, ou encore un état d'avancement. Il peut aussi me donner l'état d'avancement, parce que bon, chaque jour, il faut que j'alimente ce diagramme et que je rentre les données, et comme ça, il va me donner l'état d'avancement des tâches, le pourcentage d'avancement. Alors, un exemple du diagramme de Gantt, ici, vous avez les différentes activités. Audit par exemple sur internet, vous avez la date de début et le pourcentage effectué, déjà ça avant diagramme, ça c'est les données sur l'ordonnée, déjà je peux avoir ça, d'accord. Définition du projet, audit préalable, réunion, ça c'est les différentes sous-tâches, on va dire la grande tâche, la grande première tâche. Et puis sous cette tâche là, eh bien j'ai une sous-tâche qui a des sous-tâches en fait, d'accord, une phase, on va dire, la phase d'audit, et puis il y a la tâche définition du projet, et dans cette tâche il y a des sous-tâches. Ensuite il y a la tâche de structure du site par exemple, et puis etc. Donc ça se présente de cette manière là. Et puis ici vous avez l'axe de temps en fait, par semaine, ici par mois, donc tout ça c'est le mois de février. Et puis vous avez les différentes tâches, c'est sous forme d'une barre, hein, et puis les différences de couleurs, c'est le pourcentage. En fait, c'est 32%, c'est marqué en jaune foncé pour dire, voilà, il est arrivé à 32%. Donc ça peut être visuel, on n'a pas besoin de regarder. On peut regarder la tâche, d'accord, et voir est-ce qu'elle est exécutée à 100%, à 50% à peu près, à 30%, etc. Vous avez donc les différentes tâches. Si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir les ressources, etc. Et ça peut aussi être écrit directement. Et les chemins, donc je fais celle-là et après je passe à celle-là. Ensuite, quand j'ai terminé, je passe à l'autre, etc. D'accord ? Alors, toujours on est dans Gantt. Le diagramme de Gantt est utilisable pour tous les domaines d'activité. N'importe quel domaine où je veux planifier l'exécution d'un ensemble de tâches. Il facilite la compréhension, tout devient plus simple avec des images. Tout, on peut le voir sur les barres qu'on a mis en place. Il aide à planifier en permettant de visualiser plus facilement la durée totale du projet. Vous pouvez voir et à ce moment-là, vous avez la durée totale du projet. Il structure les pensées, ça devient structuré. Le diagramme de Gantt, il va aider à référencer quelles tâches sont nécessaires à accomplir et quel ordre leur donner. Donc elles sont ordonnées quand je regarde. Et puis j'ai les différentes tâches qui sont bien déterminées et spécifiées. Il améliore l'organisation du travail, donc avec ça bien sûr ça va améliorer l'organisation du travail. Je sais où j'en suis et puis je sais ce qu'il faut faire et qu'est-ce que je suis en train de faire.
et où est-ce que je suis par rapport à l'objectif que j'ai posé. Avoir une vision complète sur la structure du projet déjà, impacte positivement l'organisation du travail de tous les membres du projet, parce que tout le monde peut voir le planning. Le chemin critique permet d'obtenir une meilleure approche de ce qui est à faire. D'accord? Donc, je vais suivre le chemin critique et je peux avoir ce qui est à faire, de ce qui est urgent, par lequel il faut commencer, ou qui l'est moins. D'accord? Les possibles retards sur la planification de base, etc. Ça peut me donner les possibles retards aussi, etc. Il est dynamique, et ça c'est quelque chose qui est bien, parce que le diagramme de Gantt recalcule automatiquement les dates et durées de chaque tâche lorsque l'une d'entre elles est modifiée. Donc si jamais on a un retard, on vient, on modifie la durée de la tâche, et à ce moment-là, parce qu'il y a une relation entre les différentes tâches, donc automatiquement il va recalculer automatiquement les dates et les durées de chaque tâche. La mise en évidence du chemin critique. Cette fonctionnalité, elle permet de visualiser rapidement la succession des tâches qui déterminent la durée globale du projet. Déjà, quand je visualise le chemin critique, les flèches que vous avez vues tout à l'heure sur le dessin, c'est ça le chemin critique, et bien tout de suite, je peux visualiser la succession des tâches, l'une derrière l'autre, qui va déterminer, c'est elle qui va déterminer la durée du projet. Je peux calculer la durée de chacune des tâches, et avec ça, j'ai la durée du projet. Tout retard sur une tâche située sur le chemin critique va alors impacter le délai final du projet. C'est ce qu'on a déjà dit. Donc ici, vous avez la durée. Le chemin critique, c'est celui-ci. Tac, tac, tac. Et donc les durées, c'est la durée de la première, la durée de la deuxième, durée de troisième, durée quatrième. Et j'ai la durée de tout le projet. La visualisation de l'état d'avancement des tâches, ça me permet aussi l'état d'avancement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour améliorer donc la visibilité sur l'avancée du projet, le diagramme doit pouvoir offrir la possibilité d'affecter à chacune des tâches un état d'avancement, et il le donne en pourcentage, en état d'avancement. Vous avez ici l'étape 1, start, la date du début, la date de la fin, et puis l'état d'avancement. Il connaît la date de début et il connaît la date, et il va vous donner l'état d'avancement en fonction des données que vous allez lui fournir. La modification du planning initial, elle est possible. Dans le cas de modification de la durée, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une tâche, le planning étant dynamique, il recalcule toute la durée du projet automatiquement. D'accord ? La comparaison entre le planifié et le réalisé, il peut me faire ça aussi. Il est important de pouvoir comparer la planification prévue au commencement du projet et celle réalisée. Le diagramme de Gantt, il offre cette possibilité qui permet de dresser un bilan du projet à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai programmé au début? Mais après, il va garder ces informations, et si j'ai fait des changements, je peux récupérer tout ça. Il y a maintenant l'autre technique. Maintenant, on a fini avec le diagramme de Gantt. Il y a la technique PERT. Alors, PERT, ça veut dire Programme Evaluation and Review Technique. C'est une technique américaine de modélisation de projet. Elle consiste à mettre en ordre sous forme de réseau plusieurs tâches qui, grâce à leur dépendance, donc on regarde leur dépendance, et à leur chronologie, là aussi il y a la chronologie des tâches, c'est-à-dire la succession, permettent d'avoir un produit fini. Les caractéristiques de PERT sont les suivantes. Les tâches sont représentées par des flèches. À ce moment-là, c'est pas des barres comme on a vu dans le diagramme de Gantt, mais les tâches sont des flèches. Le réseau visualise les dépendances entre les tâches, s'il y a des dépendances, et limite les limites de cette technique-là, pas de représentation de notion de durée et de date. D'accord?
sauf peut-être la date du début et la date de la fin. On va voir ça sur le diagramme. La technique donc de perte. Ici, vous avez la tâche 1. Ici, bon, on a le début et sa fin. Et puis, pardon, excusez-moi. Là, c'est le début de la tâche. La tâche, elle est représentée par une flèche. La tâche A, elle est représentée par une flèche. Elle dure 7 jours. D'accord? Et donc, elle commence le 1er 9 et elle termine le 8-9. Ok? Et puis, dans la légende ici, au plus tôt, au plus tard. Donc ici, au plus tôt, au plus tard, c'est-à-dire le même jour il faut. On n'a pas le droit de faire au plus tôt, au plus tard pour le début et pour la fin. En fait, j'ai pas beaucoup de tolérance. Hein. Et puis, en fait, ici, on peut voir que la tâche A prend 7 jours et la tâche B prend 3 jours, mais qu'elles peuvent se faire en même temps. D'accord? C'est-à-dire parallèlement, on va dire. Et puis la séquence c'est celle-ci, et puis ça c'est des tâches parallèles à celle-là. Et ces tâches-là sont séquentielles. Jusqu'à, alors après j'ai la tâche E qui va relier ces deux tâches qui sont parallèles au réseau initial, et puis j'ai la tâche E qui va durer 3 jours, et après j'ai la tâche finale qui va me donner le résultat. Donc vous voyez qu'ici c'est un peu pauvre par rapport au diagramme de Gantt. Je n'ai pas beaucoup d'informations, j'ai juste des durées comme ça en jours, et puis c'est pas très dynamique comme le diagramme de Gantt, mais ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on veut, quel est le projet qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on veut comme information. Si ça c'est suffisant comme information, ben, je vais utiliser ça. Mais le diagramme de Gantt, il y a beaucoup plus d'informations dans ce diagramme-là. Donc, pour un grand projet comme le projet de Lean Manufacturing, il faut absolument un diagramme de Gantt. Alors, maintenant, l'autre outil, c'est le réseau des antécédents. C'est la méthode des potentielles tâches ou méthode du chemin critique ou encore CPM, Critical Path Method. Chaque activité y est représentée ici par une boîte maintenant. Les activités sont liées entre elles par des liaisons de dépendance représentées par des flèches. Donc entre les boîtes, j'ai des flèches. Et c'est ça qui détermine la dépendance d'une tâche avec l'autre. C'est une représentation synthétique, c'est-à-dire elle synthétise, c'est un résumé des relations logiques entre les activités. D'accord, les relations entre les activités. Elle est construite de gauche à droite. Les boîtes, on va les trouver dessinées de gauche à droite pour représenter la chronologie d'un projet. L'avantage de ce réseau des antécédents est qu'il permet une visualisation claire de la logique des dépendances. Donc, on peut quand même voir la logique des dépendances, on peut la voir. Vous allez voir sur le dessin ici. Sur la représentation, les boîtes c'est ça, d'accord, ça représente la date de début. Ici vous avez la légende, date au plus tôt, la fin, pardon, début au plus tôt, fin au plus tôt, début au plus tard, fin au plus tard, la tâche, la durée, la marge large, la marge totale. Donc ici vous avez pour chacune des tâches, vous avez toutes ces informations. Ok. Après, donc, vous avez ça, la première tâche. Ensuite, en parallèle, j'ai deux tâches, la A. Enfin, le jalon, c'est pas la tâche. Ici, je commence. C'est-à-dire, c'est juste le commencement. Et à partir de là, je commence par deux tâches. D'accord? Tâche A, tâche B. Vous avez les marges et vous avez la fin au plus tard et début au plus tard. Début et fin au plus tôt pour chacune des tâches. Elles sont en parallèle et puis à partir de ces tâches, j'ai d'autres tâches. Donc les relations entre les tâches, vous voyez que on peut voir ça et on peut voir aussi le parallélisme des tâches, etc. Et comment évolue. Donc ici, vous avez la légende, expliquer toute cette légende-là.
disons que là aussi c'est un peu pauvre par rapport au diagramme de Gantt, pardon, mais en même temps, ça dépend aussi de ce que vous voulez comme information dans votre diagramme. Alors, maintenant, il faut piloter. Une fois que j'ai mis en place le planning, eh bien, il faut piloter le projet. Le projet organisé et planifié est prêt à démarrer maintenant. Au cours du déroulement d'un système de pilotage, au cours du déroulement, c'est-à-dire du projet, un système de pilotage, il est nécessaire. Il permet de comparer le réalisé avec le prévisionnel. Donc on a prévu, ce qu'on a prévu c'est dans le planning, et donc le planning je vais le faire évoluer, il est dynamique en fonction du réalisé, et donc à chaque fois je vais comparer ce qui a été prévu et ce que j'ai réalisé de manière continue et éventuelle, réviser les plannings et les charges aussi. Alors, le pilotage permet d'assurer un suivi fiable du projet grâce à l'obtention d'une vue d'ensemble sur le projet. Donc, il faut que je suive le projet, je le pilote, d'accord? De mesurer précisément l'avancement du projet, de valider les dates, jalons aussi, les dates, les différentes dates butoirs, c'est-à-dire ici j'ai le premier jalon, là j'ai le deuxième, etc. Et de prendre les bonnes décisions en cas de difficulté. Ça permet ça. Donc le pilotage, il nécessite de mettre en place des indicateurs. Bien sûr, pour pouvoir piloter, je dois mettre des indicateurs, lesquels sont des outils de navigation et de décision. À partir de ces indicateurs-là, je peux décider et je peux aussi c'est-à-dire choisir des chemins et d'autres. C'est ça la navigation. Ils permettent de mesurer une situation ou un risque, d'accord, de donner une alerte ou au contraire de signaler l'avancement correct du projet. Donc ça me donne toutes les indications. Les indicateurs de pilotage, ils peuvent être regroupés sous la forme d'un tableau de bord, appelé aussi scoreboards. Scoreboard, un tableau de bord. Alors les exemples d'indicateurs que je peux suivre et qui vont être dans mon tableau de bord, c'est ça. Utilisation des ressources, le pourcentage d'utilisation des ressources, d'accord, c'est-à-dire par exemple, une tâche n'est pas encore finie et j'ai utilisé 100% des ressources, là j'ai un problème. Donc il faut que je vérifie. L'avancement des utilisations des ressources. D'accord ? C'est comme si vous étiez dans une voiture et que vous avez un réservoir, vous regardez. Vous avez du chemin devant vous, vous regardez est-ce que vous avez assez de carburant ou pas. Donc ici, l'utilisation des ressources, elle est importante. La tâche réalisée, tâche planifiée. Donc, comparaison entre tâche réalisée et tâche que j'ai planifiée. Les jalons, où j'en suis par rapport aux jalons de la première phase, par exemple, deuxième et troisième. Date de fin initiale et date de fin finale. C'est-à-dire, initialement, j'ai posé la date de fin ici. Est-ce que j'ai la même ou est-ce que je n'ai pas la même? L'avancement en délai. Par rapport au délai, 100%. J'ai mis le délai, par exemple, initialement, pour une tâche donnée, j'ai donné 5 jours, et puis je regarde l'avancement par rapport au délai que j'ai. Est-ce que l'avancement est lent, ou est-ce que l'avancement est trop rapide, ou autre chose? Donc, il y a des choses peut-être à changer. Nombre de tâches terminées et nombre de tâches prévues. Donc, je peux comparer ces deux-là. Nombre de changements, c'est-à-dire des choses que j'ai changées par rapport à initialement. S'il y a beaucoup de changements, donc il faut revoir le planning carrément. Nombre de risques réalisés, c'est-à-dire les risques qui sont vraiment arrivés. Et ça aussi, c'est une indication qui peut me servir, etc. Donc, toutes sortes d'indications qui peuvent servir à piloter le projet. Et le maîtriser. Piloter, ça veut dire maîtriser. Hein. Il ne faut pas que ça aille au-delà de nos espérances. Et il ne faut pas que ça dérape, on va dire. Alors, le déploiement, maintenant, la deuxième phase qui est le déploiement. Cette étape peut être entamée lorsque l'étape de planification est achevée. J'ai planifié
ça y est, c'est fini. Ben maintenant, il faut que je mette en place hein, ce que j'ai planifié. Elle peut concerner plusieurs chantiers d'amélioration. Maintenant que j'ai mis en place le planning, eh bien, je peux commencer à déployer. Et ça peut être, comme ici je suis dans le lean manufacturing, eh bien c'est des chantiers d'amélioration ou ce que j'appelle aussi des kaizen. Lancés parallèlement ou bien en série. On peut lancer les chantiers ou bien parallèlement, c'est en fonction de la nature des chantiers, ou bien en série, c'est-à-dire quand j'ai terminé un chantier, je commence un autre. Parmi ces chantiers, on peut trouver donc par exemple la démarche 5S qui peut être en fait en parallèle avec d'autres démarches, celle-ci par exemple le 5S. Le SMED, Kanban, Pokayoke, Oshinkanri, Demaik et d'autres. Alors ces différents chantiers, on va essayer de les voir les uns derrière les autres. Donc on va voir la démarche 5S, comment on la met en place, le SMED, le Kanban, Pokayoke, bon je vous ai donné ça comme projet, donc vous allez le voir, Oshinkanri aussi, et puis Demaik. Donc nous on va voir ces trois outils-là spécialement. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ceci, à ce chapitre-là. Et donc le chapitre prochain, donc on va commencer par étudier les démarches ou bien les chantiers les uns derrière les autres.